Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de La Voix est libre. S'il est un débat où le consensus a bien du mal à s'imposer, c'est bien celui de la chasse au gibier d'eau. Depuis plus de 20 ans, c'est une véritable guérilla juridique qui oppose chasseurs et associations de protection de l'environnement à propos des dates de chasse. Fin juillet, grande éclaircie dans ce ciel orageux. Un accord est signé entre les frères ennemis, un accord historique, rien de moins. Tout le monde se met d'accord sur les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau. Qui dit date d'ouverture dit date de fermeture. Les protagonistes ne sont plus d'accord et les chasseurs quittent la semaine dernière la table des négociations. Aujourd'hui, Yves Butel, vous avez quitté la table à Paris, mais vous êtes sur notre plateau. Vous êtes donc président de la Fédération des chasseurs de la Somme de Picardie et l'homologue français de la Fédération des chasseurs européens et l'homologue français de la Fédération des chasseurs européens. Avec nous aussi Jérôme Bignon, député et président de la commission chasse à l'Assemblée nationale. Et enfin Patrick Thierry, vous êtes le tout nouveau président de l'association Picardie Nature. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, Jérôme Bignon, vous menez depuis maintenant le mois de mai le fameux Grenelle de la chasse. Qu'est-ce qui vous a amené à mener une mission aussi périlleuse ? C'est la volonté de faire qu'un dialogue républicain se réinstalle entre des acteurs de la société française, les chasseurs qui d'une certaine manière participent à la protection de la nature et les associations de protection qui sont de plus en plus présentes dans notre société. On le voit à l'occasion notamment du Grenelle de l'environnement. Il ne me paraît pas normal que dans une société républicaine pacifiée, des acteurs aussi importants ne soient pas en mesure de discuter. Donc, quelque part, vous avez réussi votre coup, c'était en juillet dernier, le 26 juillet dernier, puisque les chasseurs, les associations de protection de l'environnement se sont mis d'accord sur les dates d'ouverture. Mais là, c'est terminé, puisque sur les dates de fermeture, on voit qu'on n'est pas d'accord. On s'est vu 9 fois entre le 5 mai et le 28 juillet, longtemps. Ça n'a pas été facile tous les jours. Il y en a qui sont partis. Alain Bougrain-Dubourg nous avait quittés à un moment. Il nous a rejoints. Là, les chasseurs ont un moment où ils expriment une divergence. Ça fait partie de la négo. Je rappelle, vous l'avez dit dans votre propos introductif, ça fait 20 ans qu'ils ne se parlaient pas. La dernière fois qu'on avait essayé de les réunir, ça avait duré 45 minutes. Donc là, on est quand même sur un chemin qui est plus solide. Il y a encore des soubresauts, mais ça me paraît normal et il y a des conversations bilatérales, donc je pense qu'on va reprendre le moment venu ces conversations. Alors avant de parler donc des désaccords, revenons quelques instants sur les concessions faites par les uns et les autres pour obtenir un accord sur les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau. 10 jours gagnés pour les chasseurs sur les zones humides hors littoral. L'ouverture a ainsi été faite le 21 août. En face, les associations de protection de la nature ont gagné un moratoire de 5 ans. 5 années pendant lesquelles la barge à queue noire, le courlis cendré et les dairs à duvet ne seront plus chassés en France. 4 autres espèces de limicoles, le courlis corlieux, la barge rousse, le bécasseau maubèche et le chevalier gambette feront l'objet d'un suivi attentif. Le vanneau huppé, objet de nombreuses divergences de point de vue jusque-là, ne pourra dorénavant plus être chassé avant le 15 octobre sur l'ensemble du territoire. Mais restent en suspens les dates de fermeture. En septembre, la table ronde a repris. Les associations de protection de la faune sauvage exigent une fermeture unique au 31 janvier. Les chasseurs, s'appuyant sur des études scientifiques, réclament des dates échelonnées jusqu'au 28 février. Impossible de trouver une entente. La semaine dernière, coup de théâtre, la Fédération nationale des chasseurs annonce son retrait des négociations et demande l'arbitrage du ministre. Alors Yves Butel, pourquoi partir alors que vous avez signé et vous avez été d'accord sur les dates d'ouverture de la chasse ? Pourquoi partir? Parce que nous avions déjà fait beaucoup de concessions pour les dates d'ouverture. On a perdu quand même le courlis cendré et à la dernière réunion, j'ai proposé d'ailleurs à M. Bougrain-Dubourg de revenir sur cette décision que nous avions prise et il a accepté qu'on discute du courlis cendré dans le GECO, c'est-à-dire le groupement scientifique que nous avons décidé de créer ensemble. Donc, à partir du moment où M. Bougrain-Dubourg, qui nous a demandé de fermer 3 espèces, c'est le moratoire dont vous venez de parler, on va en reparler scientifiquement pour savoir si on n'a pas fait d'erreur, pour être bien au courant
des derniers résultats scientifiques, nous avons donc décidé, nous avons continué à travailler. Alors ça veut dire que pendant des années, les dates d'ouverture et de fermeture, ça s'est réglé devant les tribunaux administratifs. Là, au moins, sur cet accord-là, vous n'avez pas été cette année devant les tribunaux administratifs. Voilà, oui, non, mais c'est vraiment, et c'est aussi la lassitude au bout de 20 ans de guéguerre, comme vous avez dit, et c'était vraiment ça, de combats futiles et inutiles, qu'on se rend compte qu'il faut avancer, parce que eux, les protecteurs comme nous, qui sommes aussi des protecteurs à notre échelle, nous voulons travailler scientifiquement et nous voulons bien sûr que tout se fasse dans le bon sens. C'est vrai que rappelons que vous deux vous êtes retrouvés souvent devant les tribunaux. En 2003, vous étiez même condamné par l'association Picardie Nature. Et je le suis encore aujourd'hui. Vous étiez à l'époque CPNT. Est-ce que de devenir UMP, ça rend plus sage, puisque maintenant vous êtes un élu UMP? Non, je ne suis pas élu UMP, je ne suis pas carté UMP. C'est vrai que mon vous avez le soutien. Je peut-être le soutien, et c'est vrai que j'ai dans ma vie toujours mené un combat qui, je croyais, le plus sérieux et le plus responsable possible. Et dans la situation où je suis président d'une fédération de chasseurs importante au point de vue national pour le gibier d'eau, je crois que je dois aussi montrer l'exemple et montrer notre volonté de travailler avec tout le monde pour faire avancer la biodiversité, mais surtout sans trop nous gêner quand même. Patrick Thierry, cet accord donc sur les dates d'ouverture, on le voit que ces dates de fermeture c'est plus difficile, c'est un compromis nécessaire? Oui, je pense que là-dessus, on fait entièrement confiance avec les instances nationales de protection de la nature, notamment la Ligue française de protection des oiseaux et notre fédération France Nature Environnement. Ils sont arrivés à se mettre d'accord, tant mieux. Il reste effectivement un point d'achoppement sérieux qui sont les dates de fermeture. Mais à côté de ça, il y a d'autres éléments qui sont très importants en matière de protection d'oiseaux migrateurs. C'est un réseau de réserves en quantité suffisante pour permettre à ces oiseaux de passer l'hiver dans les meilleures conditions possibles. Et ça renvoie à la préservation des zones humides. Mais vous restez bloqué sur cette fameuse date de fermeture du 31 janvier. Est-ce qu'il y a des négociations possibles? Quand on sait par exemple dans certains pays comme les Pays-Bas ou le Portugal, il y a des décisions administratives qui sont prises pour tuer les oies par exemple parce qu'il y en a trop. Alors, chasser jusqu'au 15 février, ça serait impossible pour vous? Alors, de toute façon, la jurisprudence du Conseil d'État depuis ces 10 dernières années fixe en gros la date limite au 10 février. Bon, au-delà, il a été montré qu'il y avait des perturbations sur les zones humides du fait de l'activité de chasse et puis des confusions entre espèces. Voilà. Donc là-dessus, laissons les instances nationales réfléchir au problème de la fermeture de la chasse au-delà du 31 janvier. Donc Jérôme Bégnon, de bons espoirs? Oui, j'ai de bons espoirs parce que le climat qui règne entre vos deux autres invités démontre bien qu'il y a une volonté d'aboutir. Moi, je reconnais ça, ce qui est quand même très important. Deuxièmement, il y a eu des avancées fortes dans la gouvernance scientifique, ça a été évoqué par chacun. Non, on y reviendra. Voilà, je pense que c'est important. Troisièmement, c'est dit également, laisser entendre, ce sont les territoires la gestion des territoires qui sont importants. La biodiversité, c'est certes les espèces, mais la biodiversité, ce sont aussi les espaces. Et si on ne gère pas les territoires, il y aura plus d'espèces. Donc, je crois que tous sont de bonne foi. C'est compliqué parce que, d'abord, il y a un public large, il y a des gens qui sont difficiles à satisfaire, chacun a ses mandants. Et puis Patrick Thierry, ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez, effectivement, vous êtes président d'une association, mais il y a aussi la base. Bah, voilà. Oui, ce sont des freins, je veux dire. Nos adhérents respectifs, probablement, ne comprennent pas éventuellement le rapprochement entre chasseurs et protecteurs de la nature. Ils sont moins impliqués que nous, ils ont des vieux combats qui sont parfois idéologiques, qui sont simplement parce qu'ils ont été blessés sincèrement. Donc tout ça, il faut le comprendre. Les leaders politiques, c'est toujours plus facile, les leaders politiques, prendre des grandes décisions que militants de base qui est obligé de courir derrière. Dans les associations, le chasseur du Hable d'Olt et le militant de la LPO du département, ils ont parfois du mal à comprendre leurs grands dirigeants et il faut leur donner des gages. Alors justement, les accords qui se prennent au niveau national, vous le dites vous-même, ne sont pas des accords qui sont toujours compris par les personnes de la base, et notamment des chasseurs, pour qui cette activité est très souvent une raison de vivre et une tradition chevillée au corps. Alors voyez ce reportage. Vous parliez des Hable d'Olt, mais là c'est en baie de Somme, un reportage de Sabine et Bernard Godard. Une toile grise, un peu de foin roulé dedans, une pelle, quelques aplats dans un sac. Installer le huteau sur le sable à marée descendante, c'est tout un art. Il faut d'abord bien choisir l'endroit, pas trop loin de l'eau pour espérer une belle pause. Il faut toujours s'arranger pour le vent de côté dans le huteau. Déjà pour la pose, pour tirer le gibier, il faut que le gibier soit en travers. Si vous l'avez de face ou de dos,